Dans cette vidéo, on va expliquer d'où sortent les règles de calcul qui permettent de calculer facilement un déterminant. Je vais commencer avec les règles qui sortent de la formule somme pour chaque permutation de la signature de la permutation fois un gros produit. Ça va nous donner comme résultat que le déterminant d'une matrice ou de sa transposée c'est le même, et que pour une matrice triangulaire ou diagonale, ou triangulaire par bloc, on peut faire le calcul facilement. Pourquoi est-ce que le déterminant de A ou le déterminant de sa transposée c'est le même? En fait, si j'applique cette formule avec la transposée de A, je vais avoir du coup là les coefficients de la transposée, donc je vais avoir A de d'abord l'indice sigma de J et ensuite l'indice J. En fait, à coup de changement d'indice sur le produit, et je somme pas sur les sigmas mais sur les sigma moins 1, je peux ramener exactement à la même expression pour le déterminant de A. Ensuite, si j'ai une matrice qui est triangulaire, en fait, dès que je prends une permutation sigma, je vais avoir sur la dernière ligne le coefficient AN sigma de n. Ça, c'est sur ma dernière ligne. Si ma matrice est triangulaire, ce coefficient il vaut 0, sauf si sigma il envoie n sur n. Donc forcément, parmi toutes mes permutations, je suis obligé de prendre une permutation qui fixe n. Ok, ensuite, maintenant, si je remonte sur la ligne d'avant, sigma de n-1, il va falloir qu'il vaille n-1 ou n, sauf que n, il est déjà pris. Du coup, je vais avoir que sigma de n-1 va devoir être égal à n-1, et ainsi de suite en remontant ligne par ligne. À la fin, je vais avoir que sigma, il va être obligé de fixer tout le monde. Donc, sigma, ça va être l'identité de 1n, c'est-à-dire que ça va être la permutation qui permute rien. Ça va être la seule permutation pour laquelle je ne vais pas de 0 dans le produit. Et dans ce produit, j'aurai tous les coefficients diagonaux. Et donc, j'aurai bien epsilon de sigma à la signature de l'identité, ça sera 1, fois le produit, dAj sigma j, mais ce serait AJJ. Donc, c'est bien le produit des coefficients diagonaux. Si elle est triangulaire par bloc, c'est un peu le même principe. Je vais le faire avec deux blocs, et après, si on a plus de blocs, on a juste à faire une récurrence sur le nombre de blocs. Donc, je vais avoir A1, A2, et je vais avoir des 0 ici. Je vais dire que mon premier bloc il est de taille K et que mon deuxième du coup il est de taille N-K. Et si je veux que dans mon produit j'ai pas de terme qui soit égal à 0, donc j'ai pas de terme qui soit dans cette zone là, il faut que ma permutation elle envoie tous les nombres plus grands que K encore dans un nombre plus grand que K. Et du coup fatalement, vu que sigma c'est une permutation, c'est une bijection, ça va même être une égalité, elle va envoyer tous les éléments après K sur un nombre après K, et donc aussi tous les éléments avant K sur un nombre avant K. Et du coup, ma permutation sigma, en fait, je peux la décomposer en deux. Je peux la décomposer en taux 1 rond taux 2, où taux 1, ça va être juste une permutation qui va mélanger les cas premiers et qui va laisser les cas suivants à l'identique. Taux 2, ça va être une permutation qui va mélanger les derniers indices, mais qui ne va pas toucher aux premiers indices. Et du coup, dans ma somme, j'aurai la somme sur sigma qui vaut taux 1 rond taux 2. Epsilon de sigma, je peux l'écrire comme epsilon de taux 1 fois epsilon de taux 2. Parce que la signature, elle fonctionne bien, c'est bien un morphisme et du coup tout se passe bien. Et du coup, je peux séparer ma grosse somme en deux sommes. La somme pour taux 1 qui permute 1K fois la somme pour taux 2 qui permute K plus 1 N. Mon produit, je peux le décomposer en les K premiers puis les N-K suivants. Et en fait, ça va revenir du coup en décomposant ma somme en deux à écrire le déterminant à 2 à 1 fois le déterminant 2 à 2. Maintenant, pour expliquer d'où sortent les règles de calcul avec la combinaison linéaire ou avec les développements sur une ligne ou sur une colonne, il vaut mieux pas voir le déterminant avec cette formule affreuse, mais plutôt le voir comme une forme multilinéaire alternée. Parce que sans doute que dans votre cours au début, on a dû commencer par vous dire que il existait à constante près une unique forme n linéaire alternée et que c'était comme ça qu'on définissait le déterminant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Forme linéaire. Donc linéaire, déjà, ça veut dire qu'on va avoir une application linéaire. Forme, si on veut qu'à l'arrivée, ça soit juste les réels et pas un espace vectoriel plus compliqué. Multilinéaire, c'est qu'en fait, on va prendre plein de vecteurs, là on va prendre n, et on veut que ça soit linéaire en chacun des vecteurs. Si je multiplie le premier par 2, je veux que le résultat soit multiplié par 2. Si je prends x1 plus y1 en première coordonnée, enfin en premier vecteur, je veux que ça me donne le déterminant avec x1 plus le déterminant avec y1. Alterner,
alterner, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai deux de ces vecteurs qui sont égaux, alors je veux que le résultat il soit égal à 0. Et en cours, on a dû vous montrer qu'il existait une unique forme multilinéaire alternée à constante près. L'idée, c'est que si on veut que ça soit multilinéaire, eh ben, il faudrait qu'on ait plein de termes avec des x1 fois i1, x2 fois i2, etc. Un gros produit où on a plein d'indices dans la somme, i1, i2, etc. jusqu'à in, c'est des indices quelconques. En gros, il faut qu'à chaque fois on ait une coordonnée de chaque vecteur qu'on multiplie tout ça pour avoir un truc multilinéaire. Et si on veut que ça soit alterné, ben ça veut dire que dès qu'on prend plusieurs fois le même vecteur, on a du 0. Pour que ça soit possible, on peut se rendre compte qu'en fait, il faut que ces indices-là, ils soient tous différents. Et du coup, dire qu'ils sont tous différents, ça revient à dire que mon choix de plein d'indices, un par élément là, de départ, eh ben, je les résume avec une permutation, et c'est de là que sort l'histoire de prendre une permutation de 1n pour avoir 1 puis la permutation l'image de 1, 2 l'image de 2, comme dans cette expression. Et donc, pour avoir une forme multilinéaire alternée, il faut forcément que j'ai une expression qui ressemble à la somme sur chaque permutation d'un produit de ce genre. En plus, alterner, en fait, ça revient à la même chose que dire que notre forme elle est antisymétrique. Antisymétrique, c'est que si j'échange deux coordonnées, mon résultat il est multiplié par -1, il change juste de signe. Alterner antisymétrique, c'est pareil, du moment qu'on est dans un corps où 2 est différent de 0, donc quand on est dans les réels ou dans les complexes, c'est bon. Donc la plupart du temps, ça sera bon. Pour voir que alterner et antisymétrique, c'est la même chose, il suffit d'écrire cette expression en remplaçant le im et le jm vecteur par xi plus xj. Tout ça, ça doit valoir 0 parce que c'est alterné. Et si on développe avec la linéarité, on va avoir 4 termes qui vont sortir. On aura xi plus xi qui vaut 0 parce que c'est alterné, xj plus xj, pareil, et il va rester xi xj et xj xi, et du coup si on les additionne, ça doit trouver 0, donc forcément l'expression en xj xi, ça va être moins l'expression en xi xj. Enfin vous m'avez compris, quand on échangera deux places, ça va changer les signes. Et c'est de là qu'intervient cette histoire de signature de la permutation, c'est qu'en fait, dès qu'on va échanger deux coordonnées, on a un -1 qui se balade, donc dès qu'on rajoute une transposition, on a un -1 qui se balade, c'est de là que tout ça vient. Du coup, le fait que ça soit multilinéaire et alterné, ça va nous expliquer pourquoi est-ce que quand on applique l'algorithme du pivot, le déterminant il change pas ou quasiment pas. Si jamais on dilate une ligne, donc on multiplie une ligne par lambda, ça multiplie le résultat par lambda, ben ça c'est juste l'aspect multilinéaire qui dit ça. Si on fait une permutation, j'ai dit que si on échangeait deux lignes, ça changeait le signe du déterminant, ça c'est l'aspect antisymétrique qui cause ça. Et si on fait une transvection, donc si on remplace une ligne par cette ligne plus lambda fois une autre ligne, ben avec la linéarité on peut séparer en avec juste li plus lambda fois avec lj. Donc avec la linéarité, on peut séparer ça. Et du coup, vu que lj, c'est aussi une autre ligne de notre matrice, si on regarde le deuxième bloc, on aurait une matrice avec lj à la ligne i et lj à la ligne j. Et là, c'est l'aspect alterné, en plus du multilinéaire, qui dit que ce bloc-là donnera 0, du coup qu'on n'a pas changé le déterminant en faisant une transvection. Pour la formule du développement sur une ligne ou sur une colonne, c'est encore une histoire de linéarité ou de multilinéarité qui fait que ça fonctionne bien. Par exemple, si on l'illustre sur cet exemple où j'ai pris la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je vais faire un développement sur cette colonne, en fait, le déterminant de cette matrice, je pourrais l'écrire comme le déterminant de la matrice où je mets 1, 0, 0 et mes deux autres colonnes, je ne les bouge pas, plus le déterminant où je prends 0, 2, 0 comme première colonne, plus le déterminant où je prends 0, 0, 3 comme première colonne et je ne bouge pas les deux autres. Et ensuite, pour ces trois déterminants, en fait, ce que je peux faire, c'est à chaque fois déjà sortir le coefficient et ensuite remonter petit à petit pour avoir le 1 en haut et du coup les autres lignes en bas, et comme ça j'aurai une sorte de calcul par bloc où il me restera le déterminant ici, ou alors le déterminant engendré par ces deux lignes et ces deux lignes, fois 1. Et quand je vais remonter ma ligne pour l'amener tout en haut,
à chaque fois je vais échanger cette ligne avec celle juste au-dessus, donc je vais multiplier par moins 1, et du coup je vais devoir multiplier par moins 1 puissance i-1 pour remonter ma ligne, puis ensuite pour me placer en première colonne, si j'étais sur la deuxième ou sur la troisième colonne, il faudrait que je multiplie par moins 1 puissance j-1, et du coup je vais avoir un moins 1 puissance i plus j, et moins 2, mais moins 2 ça va rien changer à la parité de la somme, donc rien changer à ce moins 1. Du coup en fait un développement sur une ligne c'est juste vraiment de la multilinéarité, et après j'essaye de faire remonter mon bloc pour qu'il soit en haut, tout en haut, et qu'après j'ai celui-là fois une matrice, fois un déterminant de taille 1 de moins. Ensuite, pour la formule qui dit que l'inverse de A, c'est la transposée de la comatrice, où on multiplie par 1 sur le déterminant, ou avec sa version plus générale, A fois sa comatrice, c'est le déterminant de A fois l'identité. Ben en fait, pour ça, il faut juste se rappeler de comment on écrit les coefficients d'un produit matriciel. Donc le produit A fois B, son coefficient IJ, c'est la somme sur K des AIK BKJ. Et ben, si j'applique ça en B, qui est la transposée de la comatrice, BKJ, ça va être du coup le coefficient de la comatrice en JK, JK et pas KJ parce que j'ai une transposée, et donc j'ai AIK et le transposé de la comatrice en JK, et bien du coup, si je suis sur un coefficient diagonal, donc si les indices c'est les mêmes, je vais avoir AIK fois le cofacteur en IK, la somme sur K de ça, ça me donne en fait la formule du développement sur la ligne I, et du coup j'obtiens bien déterminant de A sur la diagonale. Et si je suis pas sur un terme diagonal, donc si I et J c'est des indices qui sont différents, ben en fait c'est un peu la même chose, c'est aussi un développement sur la ligne I, mais pas de la matrice A, plutôt de la matrice A où j'aurais remplacé une des lignes par une autre. Donc avec ces histoires de linéarité, ça reviendrait à calculer le déterminant d'une matrice qui est exactement comme A, sauf qu'à la place de la ligne I, on a mis la ligne J, sauf que la ligne LJ elle est aussi là sur la ligne J. Du coup notre matrice A' elle peut pas être inversible, parce qu'elle a deux fois la même ligne. Et du coup, son déterminant c'est 0, c'est pour ça que hors de la diagonale j'ai des zéros, comme sur l'identité, et sur la diagonale j'ai déterminant de A, donc bien déterminant de A fois l'identité sur ces coefficients. Il nous reste deux résultats dont je n'ai pas encore parlé. Le premier c'est celui qui nous dit que le rang de A il est égal à la taille du plus grand mineur non nul de A. Déjà pour ce sens d'inégalité, en fait si on a un mineur de taille K qui est non nul, ça veut dire qu'on a une sous-matrice carrée de taille K qui est inversible, ou du coup avec des colonnes qui seraient libres. Bah du coup si je prends ces K colonnes là, et qu'en plus je rajoute un peu n'importe quoi sur d'autres lignes, j'aurai encore une fois K colonnes qui seront libres, et bah du coup il y a K colonnes de A qui sont libres. Du coup à chaque fois que j'ai un mineur de taille K qui est non nul, ça veut dire que j'ai K colonnes qui sont libres, et donc que le rang de A il est plus grand que ce K. Donc forcément, le rang de A il est plus grand que ce maximum là. Et en fait ce maximum il est atteint, et pour ça il y a une petite astuce pour le voir. En fait c'est, imaginons que le rang de A il soit égal à K, et on veut montrer qu'il y a un mineur de taille K qui est non nul. Bah du coup le rang de A il est de taille K, ça veut dire qu'on a K colonnes qui forment une famille libre. Bah du coup on peut définir A', la matrice qui contient juste ces K colonnes là. Et maintenant, on a envie de se dire que si on barre quelques lignes, on aura un mineur qui est non nul. Et c'est là qu'il y a une astuce à voir, c'est qu'en fait, A', elle est de taille K colonnes et N lignes, mais du coup, le rang de A', c'est K, et donc si on regarde sur toutes les lignes, bah on a un truc de rang K, du coup on peut trouver K lignes qui forment une base. Et donc on peut définir la matrice A seconde qui contiendrait ces K lignes là, et cette matrice A seconde, elle est de taille K fois K. Elle contient que des éléments de A, à la base juste on a barré quelques colonnes, ici, puis ensuite on a barré quelques lignes, et du coup vu qu'elles sont libres, forcément le déterminant de A seconde, il ne peut pas être égal à 0. Et donc on a trouvé un mineur de taille K qui est non nul. En fait quand on essaye de démontrer ce résultat, je trouve que penser au fait de se dire bon il n'y a que K colonnes qui comptent vraiment, K colonnes qui sont libres et pas les N, c'est pas forcément très dur, mais le fait de penser à dire ah ben c'est pareil sur les lignes, ou ce qui reviendrait au même dire maintenant je regarde la transposée de A', elle est aussi de rang K, et du coup elle a que K colonnes qui comptent, ça c'est assez rare de mélanger colonnes et lignes au sein de la même démo, donc c'est ça que je trouve un peu astucieux.
mais quand on a compris, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Enfin, le dernier résultat, c'est celui qui dit que le déterminant d'un produit de matrice, c'est le produit des déterminants. Celui-là, pareil, si on essaie de le démontrer avec la formule, avec la somme sur toutes les permutations, ça risque d'être très compliqué. En fait, plutôt que de penser avec des matrices, on va réfléchir avec des endomorphismes. On va essayer de voir ce qui se passe pour le déterminant d'un endomorphisme. Pour ça, en fait, comment on va définir le déterminant d'un endomorphisme? On a dit que le déterminant, c'était l'unique forme multilinéaire qui était alternée, à constante près. Et du coup, si je regarde cette application-là, donc le déterminant, c'est une forme multilinéaire alternée. Mais si je regarde la même application, mais au lieu de regarder le déterminant juste de ma famille, je regarde le déterminant de ma famille après avoir appliqué U, donc U de x1, etc. Bah, c'est aussi multilinéaire alterné. Parce que vu que U est linéaire, bah, je ne perds pas l'aspect linéaire. Mais du coup, vu que ça c'était l'unique forme multilinéaire à constante près, et que là j'en ai une autre, bah ça je peux écrire que c'est juste K fois celle du haut. Et K, qu'est-ce qu'on va prendre comme constante? Bah, c'est ça justement qu'on va appeler le déterminant de U. Le déterminant de U, c'est l'unique nombre tel que, si je prends n'importe quelle famille, déterminant de j'applique U à ma famille, c'est le déterminant de ma famille fois ce nombre déterminant de U. Et maintenant qu'on a dit ça, bah, voir que le déterminant de U rond V, c'est le déterminant de U fois le déterminant de V, en fait ça va aller très vite. Parce que si on regarde le déterminant de U rond V appliqué en x1, etc., U rond V appliqué en xn, bah, je peux soit dire que je sors U rond V d'un coup fois le déterminant juste de x1, x2 jusqu'à xn, soit je peux dire que d'abord je sors le déterminant de U, et du coup il me reste encore les v de x1, v de x2 jusqu'à v de xn, et ensuite je sors le déterminant de v, et du coup j'ai dit que déterminant de U rond V c'était la même chose que déterminant de U fois déterminant de V. Et après il suffit de prendre U et V, les endomorphismes tels que dans la base canonique, ça donne A et B, et du coup on obtient le résultat avec les matrices. Ce résultat il est super pratique pour dire qu'en fait si on change de base, du coup on a P-1 AP, bah en fait ça revient au déterminant de P-1, déterminant de A fois déterminant de P, déterminant P-1 fois déterminant de P, en les refusionnant ça donne déterminant d'identité donc 1. En bref, le déterminant il est invariant par changement de base, et ça c'est quand même assez pratique. Donc c'était tout pour cette vidéo où j'explique un peu d'où sortent les calculs. Je vais pas proposer d'exercice parce qu'en fait je vois pas ce que je pourrais demander à part redémontrer les formules, mais selon dans quelle filière vous êtes, si vous êtes sur une filière où il y a beaucoup de maths, il y a des chances que juste savoir calculer des déterminants ce soit pas suffisant pour ce qui est demandé en cours.